Laetitia Hallyday n'avait jamais imaginé que le luxe pouvait se mesurer en silence, en respiration retenue entre deux vagues qui s'échouent sur le sable de Venice Beach, en matin où le seul bruit est celui de la bouilloire qui siffle dans une cuisine ouverte trop petite pour ses souvenirs. Autrefois, le luxe était un orchestre assourdissant. Le vrombissement grave des moteurs de jet privé Gulfstream G650 qu'il a déposé en abattement de cils de l'aéroport privé de Van Nuys à l'île exclusive de Saint-Barthélemy, où les palmiers ployaient sous le vent comme des courtisans. Le froissement soyeux, presque érotique. Des robes haute couture Dior taillés sur mesure qu'elle enfilait avec la nonchalance de quelqu'un qui glisse dans un jean délavé par un été trop long, les éclats. De rires tonitruants, contagieux, qui emplissaient la villa moderniste de Pacific Palisades, une forteresse de verre et d'acier perchée sur les collines de Los Angeles, où Johnny allumait des feux de cheminée en plein mois d'août juste pour le plaisir de voir les flammes lécher les guitares vintage accrochées au mur comme des trophées de guerre, des Fender Stratocaster éraflés par des décennies de concerts, des Gibson Les Paul signés par des légendes oubliées. En 2025, le silence est devenu son compagnon le plus fidèle, le plus oppressant aussi, un silence qui pèse sur les épaules comme un manteau de plomb, qui s'infiltre dans les interstices de la petite maison louée à 2 pas de Venice Beach, une bâtisse modeste aux murs blancs écaillés par le sel marin et les embruns incessants, aux rideaux en lin brut qui claquent doucement au vent du Pacifique chargé d'iode et de souvenirs amers, à la Tesla Model X blanche immaculée garée devant, branchée sur une borne publique comme n'importe quelle voiture de quartier, sans chauffeur en livrée, sans plaque personnalisée, LH1, sans ostentation criarde. Pourtant, Laetitia n'a rien perdu de sa prestance légendaire, cette aura magnétique qui faisait taire les salles de bal et les plateaux de télévision. Elle descend là les pieds nus sur les dalles chauffées par le soleil californien de midi, un mug de café noir fumant à la main, vêtue d'un pull oversize en cachemire Isabelle marron qui tombe sur ses épaules comme une caresse oubliée. Les cheveux noués en un chignon lâche d'où s'échappent quelques mèches grises qu'elle ne teint plus depuis 2 ans, assumant enfin les marques du temps comme des cicatrices de guerre. Elle transforme chaque revers en déclaration muette, en acte de résistance silencieuse, en mantra personnel. Je suis toujours là, et je suis toujours moi, même si le monde a changé, même si les projecteurs se sont éteints, même si les applaudissements ne résonnent plus. Mais derrière cette façade impeccable, sculptée par des années de projecteurs aveuglants, de flashs de paparazzi et de tapis rouges interminables, une tempête financière, émotionnelle et existentielle fait rage depuis la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, une tempête qui a balayé les fondations de son empire comme un ouragan catégorie 5. Son empire, bâti sur des riffs de guitare saturés qui faisaient vibrer les stades du Stade de France, des refrains immortels qui traversaient les générations comme des balles en or, une voix rauque, éraillée par les cigarettes et les excès, qui faisait pleurer les foules entières. Cet empire s'est fissuré sous le poids des dettes colossales accumulées au fil des années folles, des procès interminables qui ont drainé des millions en honoraires d'avocats, des incendies dévastateurs qui ont réduit en cendres des décennies de souvenirs, et d'une solitude qu'aucun jet privé, aucune île paradisiaque ne peut plus fuir. Aujourd'hui, à 48 ans bien sonnés, Laetitia navigue entre 2 continents comme une naufragée élégante, entre 2 vies qui se chevauchent sans jamais vraiment se rejoindre, entre 2 identités qui se battent pour la suprématie, la veuve inconsolable de la plus grande légende du rock français, celle qui porte encore le deuil comme un voile de soie noire, et la femme qui se réinvente aux côtés d'un entrepreneur discret sur la côte atlantique. Dans une Charente-Maritime, balayée par les embruns salés et les vents iodés. Son patrimoine? Environ 100 millions d'euros en 2025, selon les estimations prudentes, presque timides, des experts financiers qui scrutent ses comptes comme des entomologistes étudient un spécimen rare sous une loupe grossissante. Mais ce chiffre n'est qu'une façade dorée, un mirage médiatique savamment entretenu par les attachés de presse et les communiqués laconiques. 80 millions sont enchaînés à la propriété intellectuelle de Johnny, un trésor intangible mais inépuisable, catalogue musicaux exhaustif qui regroupe plus de 1000 chansons enregistrées entre 1960 et 2017, droit d'image exclusif qui couvre chaque photo volée, chaque concert filmé, chaque apparition télévisée, contrat d'enregistrement perpétuel avec les majors du disque, accord de merchandising à l'infini pour les t-shirts, les posters, les briquets gravés. Le reste? Des actifs résiduels, des redevances qui tombent comme une pluie fine mais constante, goutte à goutte, dans un compte offshore basé à Genève que les avocats surveillent comme un trésor de pirates caché dans une grotte des Caraïbes. Mon pays, c'est l'amour, l'album posthume sorti dans la douleur collective et la ferveur nationale, a explosé tous les records imaginables avec 1,5 million d'exemplaires vendus en quelques semaines à peine, générant 12 millions d'euros nets en royalties brutes et ravivant la flamme Hallyday à travers le monde entier. De Tokyo où des fans japonais organisent des karaokés géants à Buenos Aires où des groupes de rock locaux reprennent allumer le feu en espagnol.
Chaque réédition collector en vinyle couleur, chaque documentaire intimiste projeté dans les cinémas d'art et d'essai du concert mythique de Bercy 2003 filmé en 35 mm avec des caméras IMAX au paradis blanc capturé en Super 8 lors d'une tournée enneigée dans les Alpes suisses alimente le trésor comme un puissant fond, comme une mine d'or qui ne s'épuise jamais. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Premium, Tidal diffuse sa voix éraillée à des adolescents qui découvrent que je t'aime pour la première fois en playlist rock français vintage ou icône des années 80. Ajoutant 3 à 4 millions annuels en streaming pur, sans compter les synchronisations publicitaires lucratives pour des marques de whisky écossais, de motos Harley-Davidson ou de parfums pour hommes. Mais cet or liquide, cette manne céleste, est piégé dans un labyrinthe juridique tentaculaire, un réseau complexe de trusts, de holdings offshore, de fondations caritatives et de sociétés écrans qui s'étirent de Los Angeles à Paris, de Saint-Barthélemy à Genève, de Monaco à Singapour. Quand Johnny s'est éteint dans la nuit glaciale du 5 décembre 2017, entouré de Laetitia qui lui tenait la main, de Jade et Joy blottis contre lui, il a laissé un testament californien explosif, rédigé sous le soleil brûlant de Los Angeles par un avocat spécialisé en succession de stars. Tout à Laetitia et aux filles adoptives, Jade et Joy, ces deux petites vietnamiennes recueillies en 2004 et 2008. Rien, absolument rien, aux aînés biologiques, Laura Smet et David Hallyday, fruit de liaisons passées avec Nathalie Baye et Sylvie Vartan. Le scandale a éclaté comme un ampli Marshall poussé à fond dans un stade vide, comme une explosion qui a fait trembler les fondations de la République. Le testament de la discorde, titrait les journaux en lettres grasses sur fond noir, la guerre des héritiers, rock'n'roll et tragédie grecque moderne, Johnny, même mort, fait encore du bruit. Laura et David ont attaqué à Paris, invoquant la loi française sur la réserve héréditaire qui interdit de déshériter totalement ses enfants, même si le défunt vivait sous le régime californien de liberté testamentaire absolue, même si le document était notarié et scellé. 2 années entières de bataille transatlantique, audience filmée en direct par BFM TV et CNews avec des commentateurs qui disséquaient chaque geste, l'âme versée sous les flashs des photographes postés devant le tribunal de grande instance de Nanterre comme des vautours, avocats en costume sur mesure Armani qui s'affrontent entre fuseaux horaires décalés et jurisprudence contradictoire, entre le code civil français et le probate code californien. Paris Match parlait de Shakespeare matinée de rock'n'roll, de Hamlet avec guitares électriques et amplis à lampe, de Roméo et Juliette sur fond de Stade de France. Pendant ce temps, les royalties pleuvaient sans discontinuer, comme une averse tropicale. 4,4 millions d'euros en 2018 rien que de Warner Music France, Universal Music Group et Sony Music Entertainment, augmentés par les coffrets commémoratifs de 2019, 2020, 2021 qui dominaient les charts physiques et numériques. Les vinyles collector pressés à 180 grammes, les éditions limitées avec livrets photos inédits. Mais chaque euro était gelé, audité, disputé entre le trust américain géré par un cabinet d'avocats de Beverly Hills spécialisé en succession hollywoodienne et la succession française pilotée par un notaire parisien de la rue de Rivoli. Laetitia jonglait avec les fuseaux horaires, les conférences Zoom à 3 heures du matin heure de Los Angeles, les nuits blanches passées à relire des contrats en anglais juridique avec un dictionnaire à la main, les larmes qu'elle ravalait devant Jade et Joy pour ne pas les effrayer, pour leur épargner la vue de leur mère effondrée sur le canapé en cuir italien. Ce n'est qu'en juillet 2021, après une médiation épuisante dans un hôtel neutre 5 étoiles de Genève, avec vue sur le lac Léman et des avocats qui facturaient à l'heure, que David a lâché prise d'une voix brisée. Je veux la paix pour mes enfants, pour mon père, pour que son nom ne soit plus traîné dans la boue. Laura, après des mois de silence radio et de déclarations sibyllines à la presse, a accepté un accord unique estimé à 2,5 millions d'euros net d'impôts, plus des souvenirs personnels chargés d'émotions comme des reliques, une photo en noir et blanc de Johnny adolescent avec sa première guitare acoustique achetée d'occasion à Clichy, un carnet de paroles manuscrites de Laura taché de café et de larmes. Une veste en cuir noir de l'époque retient la nuit encore imprégnée de l'odeur de tabac froid et de sueur de Seine. Le rideau tombait enfin sur la scène judiciaire, les caméras s'éteignaient, les journalistes rangeaient leurs carnets. Mais les dettes, elles, restaient debout, menaçantes comme des ombres chinoises. 30 millions d'euros d'arriérés fiscaux, fruit d'années de folie somptuaire, d'impôts différés par des conseillers financiers trop optimistes, de structures offshore bancales montées dans les années 2000 pour optimiser les revenus des tournées mondiales. Le fisc français réclamait son dû avec la froideur clinique d'un huissier de justice. L'IRS américain scrutait chaque transfert international comme un faucon guettant une proie. Ce qui brillait comme un héritage de rêve pour une veuve de rockstar s'était révélé être un marathon comptable, émotionnel, épuisant, un chemin de croix ponctué de factures, de sommations, de nuits sans sommeil. Je n'ai pas hérité de chansons,
confiera-t-elle plus tard à un magazine confidentiel lors d'une interview rare dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés, les yeux rougis mais la voix ferme comme l'acier. J'ai hérité de batailles, de nuits blanches, de regards qui me jugent, de jugements qui me condamnent sans me connaître. En 2025, la dette s'est réduite à 7,7 millions auprès du fisc français, un exploit arraché après négociations acharnées menées par une équipe d'avocats parisiens et genevois triés sur le volet, des experts en droit fiscal international qui facturaient des honoraires à 5 chiffres. Elle avait proposé 1,9 million cash pour un effacement partiel, un chèque certifié prêt à être signé. Refus catégorique du Trésor public. Mais 3 millions de pénalités ont été annulées pour circonstances exceptionnelles. Veuvage précoce à 40 ans, sacrifice financier déjà consenti par la vente d'actifs emblématiques, transparence publique dans les médias. Les intérêts courent toujours, comme une horloge infernale qui tic-tac dans sa tête à chaque facture d'électricité. Pour payer, Laetitia a tout liquidé, morceau par morceau, souvenir par souvenir, comme si elle démontait un puzzle géant pour en vendre les pièces une à une. D'abord la villa de Pacific Palisades, achetée 14 millions d'euros en 2009 lors d'une enchère discrète à Beverly Hills, rénovée avec Johnny pendant sa maladie, dîner aux chandelles sur la terrasse face à l'océan Pacifique qui s'étendait à l'infini, rire forcé pour masquer la peur de la mort qui rôdait, dernier regard échangé dans la chambre aux baies vitrées donnant sur les canyons. Vendue en 2019 pour une bouchée de pain, à un producteur de série Netflix qui voulait l'ambiance rock authentique pour ses décors. Puis le manoir de Marne-la-Coquette, la Savannah, où Johnny a rendu l'âme dans la nuit du 5 décembre, entouré de sa famille qui chantait doucement 100% pour l'accompagner. Allée de platanes centenaires qui formait une voûte verte, studio insonorisé où il enregistrait encore des démos sur un vieux magnéto à bandes analogiques, piscine à débordement où Jade et Joy apprenaient à nager sous le regard attendri de leur père. Estimé 35 millions à son apogée, cédé 8 millions en 2025 à un fonds d'investissement russe anonyme. Perte colossale, émotionnelle autant que financière, comme si on lui arrachait le cœur. Les voitures ont suivi, une à une, comme des adieux déchirants. La Maserati Gran Turismo rouge sang de Johnny, celle avec laquelle il fonçait sur la Pacific Coast Highway cheveux au vent. La Chevrolet Corvette Stingray 1963 bleu métallisé, restaurée pendant des mois dans un garage de Malibu. Les Harley-Davidson personnalisés avec des flammes peintes à la main par un artiste de Venise. Certaines annonces immobilières incluaient des lots souvenirs pour appâter les collectionneurs fortunés du monde entier. Guitare signée par Keith Richards lors d'une jam session improvisée, bottes de scène en cuir clouté portées au Zénith en 1998, ceinture à boucle en argent gravée JH. Les fans hurlaient au sacrilège sur les forums spécialisés et les groupes Facebook. D'autres comprenaient la survie, la nécessité absolue, la réalité crue. Paris Match titrait en une avec une photo en noir et blanc. Elle ne vend pas des objets, elle achète du temps, du souffle, de l'espoir pour ses filles. Le train de vie s'est effondré comme un château de cartes sous un coup de vent. Fini les Jet Falcon 900 loués à l'année avec équipage dédié, les tables réservées en permanence chez Nobu à Malibu ou l'Avenue à Paris, les garde-robes saisonnières renouvelées par des stylistes personnels qui débarquaient avec des portants entiers de vêtements. Elle vole désormais en classe économique sur Air France, coincée au milieu avec un siège qui ne s'incline pas, décline les galas de charité à Monaco ou Cannes, cuisine des pâtes à l'ail et au basilic pour Jade et Joy dans la petite cuisine de Venice Beach équipée d'un frigo américain qui bourdonne trop fort. Mais le 9 janvier 2025, le destin frappe encore, plus violemment qu'un solo de guitare saturé. Un incendie monstre, déclenché par des vents de Santa Ana à plus de 100 km/h chargés de poussière et de désespoir, ravage le quartier huppé de Pacific Palisades comme une vague de feu. Sa nouvelle villa, acquise en 2022 comme symbole de renaissance après les procès, part en fumée en moins de 2 heures sous les yeux impuissants des pompiers. Évacuée en pyjama de soie, pieds nus sur l'asphalte brûlant, elle regarde les flammes dévorer la maison depuis la rue, les larmes coulant sans qu'elle s'en rende compte. Instagram, message sobre posté à 4 heures du matin, c'est comme perdre une partie de mon âme. Des cendres, et des souvenirs qui s'envolent avec la fumée. Dedans, enregistrements inédits de Johnny en studio acoustique, photos privées jamais publiées prises avec un Leica ancien, journaux intimes écrits à la main pendant la tournée restés vivants avec des annotations fébriles, vidéos d'enfance de Jade et Joy en Super 8 tournées lors de vacances à Saint-Barth, trophée destiné à une exposition hommage au musée du rock à Paris qui n'ouvrira jamais. L'Audi Q7 garé dans le garage fondu comme une sculpture de cire sous le soleil. Sous assuré, les primes californiennes ont explosé avec la multiplication des feux de forêt. Reconstruction impossible sans un procès long et incertain contre la ville de Los Angeles pour négligence présumée dans l'entretien des lignes électriques haute tension.
Le choc émotionnel la rend muette des semaines entières, prostrée dans un silence plus profond que celui de Venice Beach. Elle squatte chez une amie à Malibu, marche des heures sur le sable froid et humide, fixe l'océan comme s'il pouvait rendre Johnny, comme s'il pouvait effacer les flammes et ramener les objets calcinés. Puis Venice Beach, maison meublée, minimaliste, apaisante, avec vue partielle sur les canaux artificiels où des cygnes glissent paresseusement. Jade, 20 ans, étudie la communication visuelle à Otis College of Art and Design, dessine des collections capsules pour des marques émergentes de Los Angeles, poste des moodboards sur Instagram avec des filtres vintage. Joy, 16 ans, au lycée bilingue de Brentwood, influenceuse en herbe avec déjà 100 000 abonnés, partage des selfies en crop top vintage et basket Nike X Off-White. Elles sont son encre, son oxygène, sa raison de se lever chaque matin. Mais la France appelle, plus fort que jamais, comme une sirène sur les côtes de l'Atlantique. Depuis fin 2024, Laetitia passe des mois entiers en Charente-Maritime, auprès de Frédéric Suan, 45 ans, restaurateur visionnaire qui transforme des bâtisses côtières oubliées, rongées par le sel, en joyaux 5 étoiles pour une clientèle internationale. Rencontre à Paris via amis communs lors d'un dîner privé au Café de Flore, dîners anodins au début, puis passion fulgurante qui s'allume comme une allumette. Vacances à Megève en chalet privatisé avec cheminée et vin chaud, Nouvel An à Courchevel avec feu d'artifice privé, repas en Provence chez des vignerons bio qui servent des vins nature. Pour son 48e anniversaire, elle l'emmène à Saint-Barthélemy, devant la tombe de Johnny au cimetière de Lorient, un lieu de pèlerinage annuel. Main dans la main, agenouillé sur le marbre blanc gravé, il prie en silence. Photo discrète prise par un ami, murmure des fans sur les réseaux sociaux. Ils partagent l'hôtel de la plage, rénové en murs de verre du sol au plafond qui laisse entrer la lumière atlantique. Piscine infinie qui se fond dans l'horizon comme un miroir, déco basco-scandinave épurée avec bois flotté et lin naturel. Laetitia flâne au marché de Royan le samedi matin, déguste huîtres plates et vin blanc de l'île de Ré, pédale en chapeau de paille sur les pistes cyclables bordées de pins maritimes. « Je ne fais que passer », dit-elle aux Parisiens avec un sourire en coin qui en dit long. Mais elle investit via le Trust LMS, créé en 2014 pour gérer droits, royalties et biens immobiliers 28 millions à l'origine, décimé mais toujours vivant comme une plante qui repousse après l'incendie. Elle conseille sur branding, design, textile, apporte son œil expert pour les uniformes du personnel et les amenicés. Bientôt, elle sera co-créatrice, pas seulement veuve. Humanitaire, la bonne étoile est d'enfants défavorisés post-pandémie, orphelinat au Vietnam reconstruit, école au Sénégal équipée de panneaux solaires. Elle parle deuil, santé mentale, maternité dans des podcasts confidentiels enregistrés dans sa chambre. Style, minimaliste, Tonterre, Isabelle Marant, Chloé, Céline, Aléa. Tesla en Cali pour les trajets quotidiens, Mercedes 280 SL Cabriolet 1981 à Saint-Barth identique à leur virée sur la Pacific Coast Highway, capote baissée, musique à fond. Bracelet Van Cleef porte-bonheur offert par Johnny pour leurs 10 ans, sac Kelly hérité de sa grand-mère maternelle. En 2026, impôts annuels, 1 million sur royalties qui continuent de couler. Johnny vend toujours, rivalise avec Mercury, Elvis, Bowie en streaming mondial. Laetitia règle facture avec guitare vintage vendue aux enchères, posts émouvants sur Instagram où elle pleure en direct devant ses abonnés, stories où elle montre les filles en train de rire. Maman avant tout, toujours. Jade et Joy, son salut, sa raison d'être, son avenir. Elle a tout perdu, maison, voiture, insouciance, jeunesse et réinventée avec grâce, avec dignité, avec une force intérieure qui impressionne même ses détracteurs. Grand retour ou fin de légende. Commentez, likez, partagez. Parce que derrière chaque icône, il y a une femme. Et Laetitia Hallyday est la plus résiliente, la plus humaine de toutes.